Effectivement, il y a 3 ans, Fabien Touquet, qui est juste devant moi de l'Union nationale des associations familiales, est venu à l'INC, à l'Institut national de la consommation, pour nous dire qu'il sentait un sujet monter au sein des UDAF, des unions départementales des associations familiales, sur les frais bancaires, sur le matraquage, on va dire, des personnes en difficulté par les frais bancaires. Et nous avons décidé à cette occasion de faire une première étude qui consistait à savoir un peu de quoi on parlait, de quel sujet parlait-on, quel était l'impact social et familial de ces frais sur les familles, et aussi quel était l'impact sur le budget des familles. Ça, c'était le premier axe de l'étude, c'était de travailler sur les familles. Le deuxième axe était de savoir, pour les banques, combien représentaient les frais. Alors on parle des frais d'incident bancaire, hein, pas de l'ensemble des frais bancaires, juste les frais d'incident. Que représentaient ces frais pour les banques. Et quand on a commencé à parler de cette étude, il y a un petit syndicat qui s'appelle la CGT qui est venu nous voir en disant nous, le sujet nous intéresse parce qu'on voudrait aussi voir quel est l'impact sur les conseillers bancaires. Que pense-t-il de ces frais? Alors moi j'en parlerai pas trop parce que je pense qu'Aurélien tu en parleras mieux que moi. Voilà, donc nous avions cette perspective assez large pour parler des frais bancaires. Donc le premier point sur les conséquences sociales et familiales, on s'aperçoit dans un premier temps que le poids budgétaire des frais d'incident oblige encore plus les familles à réduire leurs postes de dépenses. Des postes de dépenses qui sont pourtant essentiels, qui sont sur l'alimentation, sur les vêtements, sur les transports. Alors c'est dommage, il n'y a pas de rétroprojection, mais j'avais des verbatims qui ressortent de cette étude. Par exemple, on avait une personne qui nous disait « J'ai même dû réduire les dépenses alimentaires, vestimentaires, plus de sorties, plus de voitures. Tout ça a été mis de côté. Je ne faisais plus que très peu de courses, 30 € par semaine par exemple, le minimum. » Donc c'était un premier constat que les ménages ont dû d'autant plus réduire leur budget de dépenses qui sont déjà très contraintes. Le deuxième point, c'était que ces frais peuvent provoquer un sentiment d'injustice et de colère, qui peut aussi se transformer en stress, avec des gens qui disaient carrément « je suis très en colère, parce que je me suis dit c'est pas juste. J'ai une hantise des banquiers, quelques jours avant le rendez-vous, j'ai des douleurs. » Donc et ça c'était il y a 1 an et demi, hein. On parle pas c'est pas des verbatims de gilets jaunes d'aujourd'hui, c'était il y a 1 an et demi, ce genre de discours-là était assez présent. Une autre conséquence était que les personnes se sentaient atteintes dans leur capacité et dans leur dignité. Par exemple, une personne nous a dit « je m'en suis sortie, mais bon, psychologiquement j'ai encore ça en tête. Je ne pense pas être un voyou, j'ai toujours été honnête dans ma vie. J'ai été sérieux et je me retrouve presque à moins que rien vis-à-vis des banquiers. » Donc des sentiments très forts de rabaissement. Et enfin, ces frais ont des impacts sur la vie familiale avec par exemple une personne qui nous a dit une personne divorcée, qui nous a dit qu'il ne pouvait plus aller voir sa fille parce que par manque de moyens, il ne pouvait plus prendre le train pour aller voir sa fille et exercer son droit de garde tous les 15 jours pour aller voir ses enfants. Donc ça, on voyait des conséquences sociales et familiales assez fortes sur les familles. La deuxième étude que nous avons faite, c'était sur l'impact sur le budget des ménages, sur que coûtent les frais d'incident bancaire aux ménages en moyenne. Alors nous avons fait, à l'INC, grâce au journal 60 millions de consommateurs, nous avons fait un appel à témoignages pour récupérer des relevés annuels de frais. On en a récupéré environ 400 qui étaient exploitables. Et on a pu constater que les frais d'incident représentaient pour une population générale, on va dire, une population sans caractéristiques de fragilité, 34 € par an de frais d'incident. Par contre, pour la population étudiée au sein de l'UNAF, c'est-à-dire une population qu'on qualifie de personnes financières, ces frais représentaient 296 € par an, soit 8 fois plus que des personnes lambda, on va dire, qui ne sont pas en fragilité financière. Donc ça, c'est un poids quand même assez important. Ce poids a depuis été
confirmé par d'autres études, notamment par l'étude de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Et on constatait aussi qu'il y avait, dans les personnes en difficulté, il y avait 1 foyer sur 5 qui payait plus de 500 € par an. Donc quand même, c'est quasiment le montant d'un RSA qui partait en frais d'incident par an. Ce qu'on a pu constater, ce qui était un peu contre-intuitif, c'est que les personnes qui payaient le plus de frais bancaires n'étaient pas forcément les personnes qui avaient le moins de revenus. On avait des personnes qui touchent 2000 € par mois et plus. Ces personnes-là payaient 352 € de frais en moyenne par an. Donc dans les personnes qualifiées de personnes en difficulté financière, il y a aussi des personnes qui ont un emploi, qui ont des revenus fixes et stables. Ce sont des petits retraités, ce sont des personnes, des fonctionnaires, voilà, mais il y a quand même une population. Ce ne sont pas que des personnes qui sont aux minima sociaux. Et ça, c'est une caractéristique qui va un peu à l'encontre de ce que disent soit les autorités publiques, soit des personnes qui vont nous dire les personnes en difficulté, ce sont des personnes qui touchent les minima sociaux. C'est pas forcément vrai. Ensuite, on a cherché à faire une petite étude macroéconomique sur que rapportent en fait ces frais. Maintenant, on a vu ce qu'ils ont coûté aux ménages. On voulait savoir que rapportent-ils aux banques. Alors c'était assez compliqué parce que ce secteur est, comme vous le savez, peut-être assez peu transparent, donc il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune donnée, il y a assez peu d'informations sur les rapports annuels des banques, peu d'informations sur les rapports de la CPR ou de la Banque de France. Donc on a dû, d'abord on a fait un questionnaire aux banques, parce que du coup on leur a quand même posé directement la question. Très peu de banques ont répondu, 5 sur 60. Et en plus des banques qui facturent assez peu de commissions d'intervention, assez peu de frais d'incident de paiement, comme Boursorama ou ING. Crédit Coopératif a répondu aussi, HSBC qui n'est pas vraiment dans la cible de cette population en difficulté. Donc on a pu avoir quelques éléments par ce biais-là, et puis ensuite on a croisé des interviews off et différentes études ou des rapports parlementaires, le rapport Pogé constant, ou des informations de ce style. Et on a évalué que les banques généraient un chiffre d'affaires grâce à ces frais d'incident bancaire de 6,5 milliards annuels. Et sur les bénéfices, c'était aussi assez compliqué à évaluer, mais on a évalué des bénéfices de 4,9 milliards annuels. On s'attendait à une grosse réaction du secteur bancaire face à ces chiffres, notamment sur les profits générés. Comme ils le font d'habitude à ce genre d'études, ils demandent la méthodologie, ils vont critiquer toutes les données. Donc nous, on s'attendait à ce qu'il se fasse ça. On se disait, s'ils critiquent les données, on va leur demander qu'ils nous donnent leurs chiffres, parce qu'il n'y a pas de chiffres, donc qu'ils nous donnent leurs chiffres. Mais en fait, personne n'a rien dit. Aucune réaction, même de la FBF a sorti un petit communiqué de presse, mais sans trop de réaction. Donc on se dit que peut-être même qu'on est en dessous de la vérité avec ces chiffres, on ne sait pas trop. Il y a quand même eu pas mal de suites à cette première étude, notamment Bruno Le Maire a demandé au CCSF de travailler sur ce sujet, donc il y a eu plusieurs réunions sur les frais bancaires au comité consultatif des services financiers. Il y a eu des dizaines de questions écrites et d'amendements déposés par le Parlement, issus de tous les groupes politiques. Et puis on a vu aussi le gouverneur de la Banque de France qui s'est impliqué personnellement quand même sur ce sujet. Gouverneur de la Banque de France qui est aussi le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Et puis des contrôles réalisés par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, sur la base des informations collectées par l'UNEF notamment. Et enfin, on peut dire aussi que le sujet du modèle économique de ces frais bancaires revient sur le devant de la scène.
Et puis enfin, la réaction un peu finale, on va dire, c'est ce fameux engagement de la profession bancaire dont vous avez peut-être entendu parler au mois de septembre. Alors il y a deux présentations de cet engagement. Il y a la présentation par Bruno Le Maire qui est un peu, enfin, qui se voit en tout cas à l'origine de cet engagement, par Bruno Le Maire et par les autorités qui dans leur communiqué de presse, font part de chiffres d'un plafonnement général des frais bancaires à 200 € par an et 20 € par mois pour les personnes ayant souscrit à l'offre client fragile, du développement de cette offre client fragile, d'augmenter le nombre de bénéficiaires de 30%, et enfin l'OIB qui devra dresser un bilan sur les progrès accomplis sur cette offre client fragile. Donc ça, ce sont des chiffres qui apparaissent dans les communiqués de presse. Par contre, dans l'engagement de la FBF, il n'y a aucun de ces chiffres. Et il n'y a en fait aucun engagement, ni envers les frais qui vont être plafonnés. Il y a une liste de frais, mais qui n'est pas exhaustive, et les banques en fait sont libres de plafonner les frais qu'elles veulent. Il n'y a pas de montant de frais, donc chaque banque sera libre de choisir son plafond, ou pas de plafond. Il n'y a pas de plafond ni par an, ni par mois. Elle s'engage à augmenter le nombre de bénéficiaires de l'OCF, mais elle ne s'engage pas sur un chiffre. Voilà, en fait, cet engagement n'a aucune valeur. C'est notre interprétation. Donc pour nous, il n'y a pas trop de, comme je vous dis, pas trop de valeur à cet engagement, d'autant plus que c'est un dispositif qui n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux. D'une part parce que, comme vous le voyez, il y a environ 8 millions de clients qui dépassent tous les mois leur découvert autorisé. C'est une étude qui a été réalisée par Panorabank. Donc tous les mois, 8 millions de personnes dépassent leur découvert autorisé, donc se voient appliquer des frais. Les frais dont nous parlons, des frais d'incident. Pour l'OIB, il y a 3,6 millions de personnes qui ont droit à l'offre client fragile. Donc des personnes qui sont soit en commission de surendettement, soit qui sont fichées à la Banque de France. C'est quand même un nombre assez élevé de personnes en difficulté financière. Et en vert, donc, comme dit Fabien quand il présente ce graphique, vous ne voyez pas trop en vert ce qu'il y a écrit dedans, c'est normal, c'est tout petit, c'est à l'échelle. Ce sont les 350 000 personnes qui ont souscrit à l'OCF. Donc il n'y a que 10% des gens qui ont droit à l'OCF qui ont souscrit. Sachant que l'OCF plafonne, enfin pour l'instant, elle plafonne uniquement les commissions d'intervention. Et l'objectif en bleu, c'est l'objectif du fameux engagement qui montrait ce chiffre à 500 000 personnes. Donc vous voyez déjà un objectif qui n'atteint pas vraiment sa cible parce qu'on part quand même de 8 millions de personnes en difficulté. En plus, cette offre, elle est inadaptée et inefficace. Quelle heure il est? Vas-y. J'ai le temps. Cette offre, pour nous, elle est inadaptée et inefficace, et pourtant, on l'a promue au début, avec l'UNEF, mais en fait, on voit bien qu'il y a 90% des personnes qui n'y ont pas souscrit, des personnes qui ont droit qui n'y ont pas souscrit. Donc, on voit que cette offre manque de souplesse. En fait, elle n'offre qu'une carte à autorisation systématique. Donc les gens sont contraints dans leurs moyens de paiement, il n'y a pas de chéquier. C'est un contenu en plus qui est stigmatisant. Elle s'appelle offre client fragile. Alors, il y a certaines banques qui ont changé le nom, mais les personnes ne se voient pas comme client fragile et ne veulent pas surtout être identifiées comme client fragile. Donc ils y voient un contenu stigmatisant. Ils sont pas, Et puis il y a un problème de relation avec la banque, de confiance. Les clients se demandent pourquoi la banque leur propose cette offre. Ils n'ont pas réellement confiance dans l'offre proposée par la banque. Et puis d'un autre côté, les banques ne promeuvent pas cette offre. Elle est proposée à 3 € par mois. Donc elle n'est pas rentable pour les banques. Et d'ailleurs, les banques le disent, et c'est même inscrit dans leur engagement, cette offre n'a pas vocation à être diffusée massivement. Les clients n'ont pas vocation à rester dans ce dispositif. Donc on voit bien qu'elle est... En plus,
les conseillers bancaires ont des objectifs commerciaux, cette offre va à l'encontre de leurs objectifs commerciaux. Donc voilà, c'est une offre qui n'est pas promue. Donc pour nous, l'engagement ne va pas atteindre ses objectifs, d'autant plus qu'il repose sur des engagements auxquels nous ne croyons pas. Ce n'est pas la première fois que les banques font des engagements. Et d'autant plus que nous avons cette année sorti une nouvelle étude avec 60 millions de consommateurs sur une pratique que nous avons découverte au sein du groupe BPCE. Donc on vous représente ici un peu quel était le sens de cette pratique. Vous avez là, ce sont des opérations qui sont réalisées au cours d'une même journée. Donc ça, c'était avant que la pratique soit... Vous voyez pas... C'est pas possible de mettre en plein écran, non, parce que là, il n'est pas en plein écran. Ah oui, tu peux mettre en diaporama. On ne voit pas bien, forcément, s'il y a un peu de diaporama. En bas à droite. En bas à droite. Ou alors avec le contrôle-droit. Le truc à côté de 24%. Ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Le truc, voilà. On commence depuis le début. Non, mais ça, c'est bien mieux. Donc là, ce sont des opérations qui sont réalisées sur une journée. On part d'un solde de 100 €. Et on a un certain nombre d'opérations. Donc vous voyez les deux premières opérations en débit, le solde est toujours positif. À la troisième opération en débit de 140 €, le solde passe négatif pour la première fois de la journée. Et puis on a une opération créditrice et une deuxième opération débitrice qui va passer le solde en débit. À la fin de la journée, le solde est clôturé en débit à moins 150 €. Et là, la banque va facturer les deux opérations qui ont fait passer le compte en débit pendant la journée, avec une commission d'intervention à 8 €. Donc on a 16 € de frais d'intervention. Ça, c'était en 2017. Et puis en novembre 2017, on a eu cette nouvelle pratique qui a été appliquée. Si tu peux passer. Exactement les mêmes opérations pendant la journée. Avec le même résultat, c'est-à-dire un compte débiteur de 150 € à la fin de la journée. Mais là, la banque va facturer toutes les opérations débitrices, y compris celles qui n'ont pas mis le compte en débit. Donc on avait 4 opérations qui étaient passées, 4 opérations débitrices, on va avoir 4 commissions d'intervention facturées pour exactement le même résultat. Donc la banque va facturer 32 € de commission d'intervention, elle a doublé en fait ses commissions. Donc pour nous, on va considérer que cette pratique est illégitime au minimum, mais voire même illégale, parce que la définition d'une commission d'intervention qui est définie dans le Code monétaire et financier, c'est une somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier. Or, dans les 4 opérations facturées, il y en a 2 qui n'entraînent pas d'irrégularité. Donc pour nous, les 2 commissions qui sont facturées sont illégales. Donc dès que nous avons publié cette pratique, alors déjà il y a quand même 30 millions de clients à la Caisse d'épargne et au groupe, à la Banque Populaire qui ont pu se voir appliquer ces commissions d'intervention. Dès que nous avons publié cette pratique, Bruno Le Maire a sorti un communiqué de presse en disant qu'il allait demander aux autorités de contrôle prudentiel d'intervenir le plus rapidement possible. Il a apparemment aussi contacté la FBF pour savoir si cette pratique était vraiment appliquée. Nous, de toute façon, nous avions contacté le groupe BPCE avant la publication du journal qui avait bien confirmé cette pratique. Et d'ailleurs, le groupe BPCE, dès le lendemain, a publié un communiqué de presse pour dire qu'elle arrêtait tout de suite cette pratique et que les clients qui en feraient la demande
serait remboursée des frais. Bien sûr. Donc, elle n'a pas vraiment communiqué énormément sur ce fait-là. Hein. Il faut, donc, pardon ? Non, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et le savoir. D'ailleurs, on ne se prive pas de le faire. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que, apparemment, la CPR, ça y est en train de faire les contrôles. La DGCCRF aussi, apparemment, fait des contrôles. Ce qu'on espère, c'est que, dans un premier temps, les résultats de ces contrôles soient publics. Parce que l'une de notre première demande, je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais l'une de nos premières demandes, c'est la transparence non seulement sur les données des banques sur les frais, sur le nombre de personnes sur le nombre de personnes qui souscrivent à l'OCF dans leur réseau. En gros, que les données qui sont récoltées par l'OIB, par l'Observatoire de l'inclusion bancaire, soient publiques et nominatives, parce qu'actuellement elles ne sont pas nominatives, c'est-à-dire même les membres de l'OIB n'ont pas le nom des banques, ils n'ont que des informations non nominatives, parce qu'on pense qu'aujourd'hui l'un des grands leviers d'action possibles, c'est l'effet de réputation. Et pour en gros faire du name and shame ou du name and fame, il faut que ces données soient nominatives, qu'on puisse le faire. Il faut aussi que les résultats des contrôles de la CPR et de la DGCCRF soient eux aussi rendus publics et nominatifs. Et on espère bien que si l'une de ces deux autorités qualifie d'illégal ce type de pratique, et bien que les clients soient automatiquement remboursés et pas uniquement sur demande, comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième demande et proposition qui sont faites avec l'UNAF, ce serait d'être dans la prévention des incidents de paiement et dans un meilleur accompagnement des personnes en difficulté, notamment grâce au point conseil budget, au PCB. Donc c'est toute une chaîne de prévention qu'il faut mettre en place. Mais se pose encore la grande question. Donc le principe des PCB, a priori les autorités sont assez d'accord. Maintenant il manque le financement. Parce que même si les autorités, les pouvoirs publics sont d'accord pour la mise en place des PCB, pour l'instant ils n'ont pas prévu leur financement. Donc on ne sait pas trop comment ça va pouvoir être pérenne s'il n'y a pas de financement, et nous on aimerait bien prévoir un mode de financement, peut-être en faisant participer les banques à ce financement. Et le troisième point serait pour nous de plafonner les frais d'incident, non seulement pour les personnes qui souscrivent à l'OCF, mais de façon beaucoup plus largement à tous les clients des banques. Peut-être pas le même niveau de plafonnement que les personnes qui ont souscrit à l'OCF, mais quand même un plafonnement global qui prendrait en compte tous les frais qui sont liés aux incidents, les lettres d'information, les commissions d'intervention, les frais de rejet, les ATD, les frais d'opposition, tous ces frais qui feraient partie d'un même plafond. Mais on ne peut pas faire confiance aux banques pour appliquer ce genre de plafonnement, évidemment. Donc là, il faudrait une législation autour de ce plafonnement. Aujourd'hui, on est un peu en pleine action de lobbying auprès des parlementaires et de qui veut bien nous écouter sur ce sujet. En ce moment, vu la situation, ça marche plutôt bien. Et enfin, la dernière proposition... Enfin non, ça y est, j'ai tout dit.